nouveau président libanais assassiné à Beyrouth-Ouest, sa voiture blindée pulvérisée par 250 kilos d'explosifs, émotion et réprobation dans le monde. Encore une manifestation monstre ce soir à Prague, réunion d'urgence vendredi du comité central du Parti communiste tchécoslovaque. Strasbourg, le président Mitterrand plaide devant l'Assemblée européenne pour l'ouverture à l'Est et le renforcement de la communauté. Un bond en avant dans la recherche génétique, une équipe franco-yougoslave parvient à créer en laboratoire une nouvelle espèce vivante. Football, Auxerre réussit le match nul, un partout, contre l'Olympiakos, les Grecs. Madame, monsieur, bonsoir. Le Liban n'en finit pas décidément de sombrer dans le sang. 17 jours après son élection, le président René Moawad a été assassiné en début d'après-midi aujourd'hui. Assassiné en plein Beyrouth-Ouest, dans le secteur musulman contrôlé par les Syriens. 250 kilos d'explosifs télécommandés sans doute ont pulvérisé sa voiture blindée et tué 15 autres personnes. Tout de suite les faits, Patricia Coste. La carcasse de la Mercedes 500 blindée du dernier président de la République du Liban, René Moawad. Mort avec lui, ses gardes du corps, dans les Range Rover qui encadraient sa voiture, ainsi que des Syriens, des services de renseignement qui l'accompagnaient en permanence dans des breaks Peugeot 505, décorés des portraits du président Assad, pulvérisés. Les routes empruntées par le cortège étaient systématiquement interdites à la circulation une demi-heure avant son passage. Mais les 250 kilos d'explosifs étaient dissimulés ici, dans une baraque de jeux électroniques. La charge a été télécommandée à distance d'un immeuble voisin, imparable. À Beyrouth, le sentiment général a été littéralement l'effroi. Mais immédiatement, le Premier ministre Selimoz a repris le flambeau et déclaré « Dans un flot de chagrin, dans un flot de douleur, dans un flot de colère, je fais part au peuple libanais du décès du président martyr René Moawad. Mais la main criminelle a échoué. Nous sommes tous prêts à mourir pour que vive le Liban. » Les enfants du président assassiné qui vivent à Paris sont partis pour Beyrouth ce soir. Dans la communauté libanaise, pourtant accoutumée depuis 15 ans à tant et tant de catastrophes, c'est la consternation. Isabelle Stess. Dès l'annonce de la nouvelle, ils se sont succédés dans la résidence parisienne de René Moawad. Des proches venus apporter leur soutien aux deux enfants du président assassiné. Peu après, sans un mot, Rima et Michel Moawad quittaient leur domicile pour rejoindre leur mère à Beyrouth. L'ambassadeur du Liban à Paris était à leur côté. C'est une tragédie, c'est une grande perte et c'est un autre chapitre qui s'ajoute aux souffrances du peuple libanais. Il y a encore 3 semaines, toute la famille vivait ici, dans cet appartement. Michel Moawad évoquait alors l'élection de son père avec espoir et clairvoyance. C'est l'extrémisme en fait qui est en train de gouverner depuis pas mal de temps au Liban. Et c'est pour ça que je trouve que l'élection de mon père pourrait être une chance pour le Liban, parce qu'il a toujours été connu comme un modéré. Il a toujours passé dans les moments les plus difficiles dans les régions ouest, même dans les derniers événements. Et en 82, pendant toutes les années, il n'a jamais arrêté le contact avec les autres régions. Et tout ça parce qu'il a toujours pensé qu'un pays comme le Liban divisé ne serait pas viable. Aujourd'hui, les appels n'ont pas cessé à Radio Orient, des Libanais qui voulaient exprimer leur émotion. Pour les militants chrétiens des forces libanaises, il faut voir une main étrangère derrière cet assassinat. Vous savez que les Libanais sont la victime et non pas les acteurs. Ils sont la victime du terrorisme d'État et non pas les acteurs. Et dans le cas présent, Moawad a été assassiné au cœur de Beyrouth-Ouest, au sein du dispositif syrien d'occupation. Ce soir, les Libanais de Paris sont à l'écoute de leur radio. Ils craignent que la violence ne s'abatte à nouveau sur ceux qui sont restés au pays.
Oui, le Liban, ou ce qu'il en reste, célébrait aujourd'hui, triste ironie, le 46e anniversaire de son indépendance, déchiré entre le président élu et le général Aoun, qui de Beyrouth-Est, le Beyrouth chrétien, contestait, on le sait, la légitimité de cet autre chrétien. Pas de réaction ce soir du général Aoun lui-même, mais son gouvernement de militaires a condamné ce qu'il a appelé l'assassinat de l'un des dirigeants du Liban Nord. Pourtant, René Moawad, chrétien, avocat, élu par les députés libanais il y a moins de 3 semaines, avait réussi à faire croire petit à petit à une évolution raisonnable, largement soutenue par la communauté internationale. Mais il faut croire que ce sont au Liban même que se trouvent ceux qui ne veulent plus du Liban. Bruno Ledreff, Pierre Serra. 2 heures avant l'attentat qui allait lui coûter la vie, le président libanais passe les troupes en revue à l'ouest de Beyrouth. René Moawad, 64 ans, avocat de formation, était connu pour son sens du dialogue, ses dons de négociateur, son attachement au Liban et ses bonnes relations avec la Syrie. Il avait en somme, a priori, toutes les qualités nécessaires pour entreprendre la restauration du Liban, meurtri, déchiré, détruit par 15 ans de guerre, de larmes et de sang. Son élection s'était déroulée le 5 novembre dernier à Clayat, au nord du Liban. Les députés qui devaient l'élire avaient accepté de se rendre dans ce petit village inconnu après d'intenses négociations intercommunautaires, en Arabie Saoudite d'abord, et puis suivies de quelques séances de marchandage, notamment à Paris, pour obtenir des garanties de sécurité. Une fois élu, René Moawad a d'abord tenté de calmer un tant soit peu le jeu libanais, avant de reconduire dans ses fonctions le Premier ministre musulman sunnite, Selim Ross. Après quelques jours de réflexion, le nouveau président s'installe à Beyrouth-Ouest, en quartier musulman, chez le Premier ministre. Au cours de ses premières audiences, les ambassadeurs viennent lui apporter et lui confirmer la reconnaissance et le soutien de leur pays à l'action qu'il va entreprendre. Mais René Moawad se heurte malgré tout à un véritable front du refus à l'intérieur du pays. D'abord, le général Michel Aoun, qui siège au palais de la République de Baabda. Il ne veut pas céder la place, déclarant inconstitutionnelle l'élection. Il tient des propos prémonitoires. Il y a des présidents sur le papier et il y a des chefs sur le terrain. Enfin, vous savez qui va l'emporter. Dans la banlieue sud de Beyrouth, les partisans du Hezbollah sont hostiles par principe à un président chrétien maronite, élu de surcroît avec l'assentiment des Syriens, alors qu'ils sont soutenus par l'Iran, rival de la Syrie, dans ces quartiers à prédominance chiite. I want a Muslim president, especially Shiite president, because the big percent and the people which in Lebanon, the most percent is Islam and Shia especially. Tout est à refaire ce soir au Liban, d'un côté comme de l'autre. Et ce qui est à craindre, c'est que tout recommence. Les réactions dans le monde sont unanimes pour déplorer l'attentat. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se réunir dans 2 heures pour étudier la situation. Le président Bush s'est déclaré affligé. Le gouvernement français a exprimé son émotion. À Strasbourg, Bernard Pradino a recueilli la réaction du ministre des Affaires étrangères. Je voudrais d'abord adresser les condoléances du gouvernement français à sa femme, à ses enfants, à ses amis et à tous les Libanais. Ensuite, dire qu'il s'agit d'un crime. Cet attentat est lâche, il est inexcusable. Et puis c'est un drame. C'est un drame pour le Liban et les Libanais. Parce que le Liban commençait à reprendre espoir, à voir, grâce au cessez-le-feu, un peu de répit. Et en même temps que s'éteint le président Moawad, cette espérance qui s'éteint. Je voudrais enfin, m'adressant à tous les Libanais, leur dire que j'espère qu'ils puiseront dans ce nouveau malheur l'énergie qui leur sera nécessaire pour vaincre ce nouveau coup du destin. Le président Mitterrand a envoyé un télégramme de condoléances à Mme Moawad. Tous ceux qui aiment le Liban sont aujourd'hui en deuil, lui dit-il. Et à Paris, l'Assemblée nationale a observé cet après-midi, au début des questions d'actualité, 1 minute de silence à la mémoire du président assassiné.
Le Parlement libanais pourrait se réunir à nouveau pour élire un autre président. C'est en tout cas ce que souhaite l'Algérie, fort active dans les efforts arabes pour résoudre la crise. Mais on peut craindre, Bernard Benyamin, que le chaos n'engouffre à nouveau le Liban. Oui, Christine, mais je crois que d'abord il est évident que l'on ne peut s'empêcher de faire le rapprochement entre cet attentat d'aujourd'hui et celui dont avait été victime il y a 7 ans Béchir Gemayel. Tous les deux n'auront été présidents du Liban que quelques jours, tous deux auront été assassinés et il y a fort à parier que pour René Mouawad, comme ce fut le cas pour Béchir Gemayel, on ne connaîtra jamais avec une certitude absolue l'identité des assassins. Alors que ce soit le camp chrétien ou surtout les Hezbollah violemment opposés au nouveau président, ou alors pourquoi pas les Syriens qui trouvaient que le processus institutionnel était trop long à se mettre en place, que ce soit les uns ou les autres, ne change rien à l'affaire. Voilà maintenant 15 ans que le Liban balance au gré des jours entre le pessimisme et l'horreur. René Mouawad constituait un espoir minime de solution. C'était déjà sans doute beaucoup trop pour tous ceux qui se déchirent le Liban. La plus grande manifestation depuis le printemps de Prague en 68 a eu lieu en fin d'après-midi dans la capitale tchécoslovaque. Aujourd'hui encore, plus de 250 000 personnes ont réclamé la démocratie et acculé le régime. Le comité central du Parti communiste se réunira en plénum vendredi prochain, après-demain. Martine Laroche-Joubert. L'homme de toutes les espérances. Václav Havel, l'opposant le plus célèbre de la Tchécoslovaquie, acclamé aujourd'hui par une foule de plus de 250 000 personnes. Nous voulons décider nous-mêmes du destin de notre pays. Une évidence qui lui aurait valu la semaine dernière encore plusieurs mois de prison. Une évidence, un défi plutôt, pour l'homme de la ligne dure, Miloš Jakeš, chef du Parti communiste tchécoslovaque, qui se montre aujourd'hui devant les caméras. Il rejette en bloc toutes les critiques, on le dit très menacé, malgré sa sérénité affichée. Son principal rival, le Premier ministre Adamek, l'homme du dialogue peut-être, qui hier et aujourd'hui reçoit des membres de l'opposition. Son atout, promettre des réformes, reste la confiance. Toujours accordé à l'homme du recours, Alexandre Dubček, qui vient d'envoyer un message de solidarité avec les manifestants. Des manifestants plus nombreux tous les jours dans les grandes villes du pays, Prague, Bratislava. Une première aujourd'hui, la télévision a retransmis en direct ces images. Une modernité qui rejoint enfin la vérité du pays. En Allemagne de l'Est, ce soir, le Parti communiste propose une table ronde au nouveau mouvement de l'opposition pour discuter de l'organisation des élections libres et de la modification de la Constitution. C'est la première fois qu'une telle proposition est faite et elle va bien sûr dans le sens des revendications des contestataires. Rencontre Gorbatchev-Mitterrand le 6 décembre prochain à Kiev. C'est ce qu'annonce ce soir l'agence TASS. Le président français, qui est aussi le président en exercice de la communauté européenne, rencontrera donc le numéro 1 soviétique en Ukraine, 3 jours après le sommet de Malte avec le président Bush. À Strasbourg, aujourd'hui, le président Mitterrand a exposé la politique de la communauté vis-à-vis de l'Europe de l'Est et plaidé aussi pour son unité. Christian Marimono à Strasbourg. Moment historique au Parlement européen de Strasbourg. Le président François Mitterrand et le chancelier Kohl côte à côte pour évoquer ensemble les changements à l'Est. La RDA, la Hongrie, la Pologne auront le soutien des 12, respectant ainsi les engagements pris samedi dernier à l'Elysée. Et c'est à l'Europe de l'Ouest de tracer la voie. Nous pouvons désormais montrer le chemin sans autre prétention, sans esprit de domination. Nous voulons que la façon dont la communauté détermine son action serve d'exemple aux pays de l'Est en recherche, en mouvement, en recherche, en angoisse, en espérance. Celles et ceux qui par millions rêvent comme nous qu'un jour l'Europe sera l'Europe. Pour le chancelier Kohl, ces événements ne se feront pas contre, mais pour l'unité européenne. Il est d'accord avec le président François Mitterrand pour accueillir ces nouvelles démocraties sous le toit européen.
Les écarts entre les revenus des Français se sont creusés au fil des années 80. Telle est la principale conclusion de l'importante étude réalisée par le Centre des revenus et des coûts. Les inégalités sont donc plus importantes entre les catégories socio-professionnelles. Et puis c'est nouveau, les jeunes sont les premiers à trinquer. Elisabeth Esley. Depuis 8 ans, l'éventail des revenus n'a fait que s'ouvrir, et d'abord en fonction de l'âge. Aujourd'hui, pour vivre à l'aise, mieux vaut avoir 40 ou même 60 ans plutôt que 26 ans. Les grands gagnants, ceux qui sont déjà bien insérés professionnellement. Tous secteurs confondus, ils ont mieux résisté à la crise. Gagnants aussi, les retraités. Grâce à un nouveau mode de calcul des pensions et à l'accroissement des salaires de référence, depuis 10 ans, leurs droits ont augmenté. Les grands perdants, ce sont les jeunes de moins de 26 ans. Après un parcours d'insertion de plus en plus long, les salaires du premier emploi se sont dépréciés, du moins ceux des ouvriers et techniciens, les diplômés des grandes écoles étant privilégiés. Le clivage social reste donc important, mais il est en train d'évoluer. L'immense bloc du travail qui va de l'ingénieur très qualifié à l'ouvrier très peu qualifié, ou au moins qualifié des ouvriers, tout ça est débordé d'un côté par le chômage, le sous-emploi, l'exclusion sociale, mais surtout de manière spectaculaire de l'autre côté, par des revenus qui sont ceux de la propriété, beaucoup plus que ceux du travail. Nous étions une société extrêmement industrielle, nous redevenons une société marchande. À l'une des extrémités, les familles pauvres, 2000 francs par mois pour vivre, sont plus nombreuses et démunies. En face, les dirigeants d'entreprises et les gros détenteurs de valeurs mobilières voient leurs revenus s'accroître. Une bonne nouvelle pour les agriculteurs. D'après l'INSEE, le revenu agricole cette année a augmenté de 8,5%. Une confirmation de la justesse de la politique engagée depuis 1984, c'est ce qu'estime le ministre de l'Agriculture, Henri Nallet. Réaction plutôt modérée à l'annonce hier par la régie Renault de la fermeture d'ici 1992 de l'usine de Billancourt. À l'intérieur même de l'usine, la direction avait bien fait les choses, Gérard Leclerc. 6 heures ce matin aux portes de Billancourt. Le silence, juste quelques haussements d'épaules ou gestes de dépit, c'est la résignation et l'amertume. Une embauche presque ordinaire malgré les distributions de tracts et le gros titre de l'humanité, l'annonce de la fermeture n'a pas vraiment surpris. Bon, qu'est-ce qu'on fait de nouveau? On attend la fermeture, c'est tout. 92, à la mi-92, c'est d'ici 2 ans et demi, c'est pas très loin. C'est pas très loin. Voilà. Tous les ouvriers vont se trouver à chômage. La direction de Renault avait pris les devants en jouant l'information. Dès hier, les contremaîtres ont réuni les salariés et, innovation ce matin, le président Lévy s'est adressé aux ouvriers par l'intermédiaire de cassettes diffusées dans les ateliers. Vous savez qu'en 1995, toutes nos usines devront être aussi performantes, aussi efficaces que les usines japonaises. Et vous savez bien, malheureusement, que Billancourt ne sera jamais une usine japonaise. Oh, c'est pas de votre faute, car tous les progrès qui pouvaient être faits à Billancourt, vous les avez faits. Aucun débrayage aujourd'hui dans les usines. Surprise, la CGT a eu d'autant plus de mal à réagir qu'elle s'est épuisée ces derniers mois autour de la bataille peu mobilisatrice des 10 de Billancourt. Si riposte il y a, il faudra un peu de temps pour l'organiser. Retour au calme aujourd'hui à San Salvador. Les Américains bloqués à l'hôtel Sheraton, occupé en partie depuis hier par la guérilla, les Américains ont pu être évacués. Anne Poncinet. Dernier groupe à avoir quitté ce matin l'hôtel encerclé par l'armée salvadorienne, un groupe d'Américains, sans doute des soldats d'élite armés de M16. Par précaution, ils étaient restés barricadés dans le Sheraton bien après le départ des rebelles au cours de la nuit. Demain, malgré les affrontements entre guérilla et gouvernement salvadorien, doivent reprendre les négociations au Venezuela. Barricades, véhicules incendiés et cocktails Molotov, plusieurs incidents aujourd'hui au Pays Basque espagnol, paralysé par une grève générale. Les Basques protestent contre l'assassinat lundi dernier d'un député autonomiste à Madrid, Yusu Muguruza, dont la dépouille a été transférée aujourd'hui à Bilbao. Début des élections législatives aujourd'hui en Inde, un test pour le gouvernement actuel de Rajiv Gandhi que les sondages donnent perdant. Des mesures de sécurité ont été mises en place pour éviter les incidents après une campagne électorale très violente. Résultat à partir de lundi prochain.
À la Bourse de Paris, hausse de 0,66% de l'indice CAC 40. Le dollar est en baisse de 4 centimes à 6 francs 15,70 au cours officiel. C'est une immense découverte qui ne laissera pas d'inquiéter, de multiplier les questions éthiques que posent de plus en plus les progrès de la recherche médicale, mais c'est aussi une découverte qui fait indéniablement progresser la connaissance de l'origine de la vie. À l'Institut Jacques Monod à Paris, une équipe de chercheurs a réussi à créer en laboratoire une nouvelle espèce vivante, un hybride entre deux bactéries bien connues et très différentes qui ont donc été mélangées. L'évolution de l'homme et des espèces est ainsi mieux connue. Les explications Alain Labouze, Claude Barnier. Ces petites taches en rouge, c'est la création en laboratoire d'une nouvelle espèce de bactérie. Pour la première fois au monde, une expérience de ce type réussie, une expérience qui permet de remonter à l'aube de l'humanité. Pour cet australopithèque de Tanzanie, comme pour toutes les espèces, c'est la clé biologique de l'évolution qui vient en effet d'être trouvée. Jusque-là, on ne savait qu'une chose, que c'est à partir d'un ancêtre commun que les espèces se mettent à diverger. Mais pourquoi, une fois séparées, les espèces vivantes ne peuvent plus se mélanger? Là, il y avait un mystère. Aujourd'hui, grâce à la découverte de ces deux chercheurs, Miroslav Radman et Christiane Resiguier, qui publient leurs résultats dans la revue scientifique Nature, on comprend tout. Il y a dans la partie cachée des chromosomes un groupe de 4 enzymes appelés MUT. Ce sont eux les gardiens de l'espèce. S'ils n'étaient pas là, tous les croisements seraient possibles. Et c'est justement ce qu'ont voulu vérifier les deux chercheurs de l'Institut Jacques Monod. Ils ont neutralisé ces enzymes, puis mis en présence deux espèces différentes, des colibacilles et des salmonella. Le résultat, c'est cette nouvelle espèce, avec déjà une possible exploitation dans le domaine médical. L'exploitation à court terme est la fabrication de vaccins contre les salmonelloses, la fièvre typhoïde par exemple, les dysenteries microbiennes et éventuellement la lèpre. Des brevets ont bien sûr été déposés, des brevets qui ne protégeront pas cette découverte d'éventuels apprentis sorciers. Est-ce qu'on peut imaginer dans le futur les façons à inhiber ces processus d'une façon transitoire et éviter la mort cellulaire? Oui, c'est imaginable. Je crois que c'est imaginable. On n'a pas encore fait, mais c'est certainement imaginable. Donc créer de nouvelles espèces. Donc créer de nouvelles espèces, oui. Inutile cependant de confondre mythologie et science. Les généticiens ne sont pas des docteurs Folamour. Ces mélanges interespèces, ce n'est donc sûrement pas pour demain. On n'a pas fini d'en parler et d'y réfléchir. Passons au football maintenant avec plutôt la bonne affaire réussie par l'équipe d'Auxerre qui affrontait au Pirée ce soir près d'Athènes l'Olympiakos en 8e de finale aller de la Coupe de l'UEFA. Match nul 1-1. Thierry Blanco. 2 ans pour une revanche, Auxerre retrouve sur ses traces un club grec en Coupe d'Europe, l'Olympiakos d'Athènes. Vairua centre pour Kovacs, on joue depuis 19 minutes. C'est le premier but. Auxerre ouvre la marque, confiance dans le camp français. Mais nous sommes à Athènes, en Grèce, avec l'ambiance des grands soirs de Coupe d'Europe et une équipe qui n'a surtout pas envie d'être battue chez elle. Résultat, égalisation 10 minutes plus tard, Mitropoulos remet à l'intérieur pour Anastopoulos. Malgré ce rythme, toujours des occasions. En deuxième mi-temps, Christophe Coquard en reçoit un pour une balle en or qui aurait dû finir dans les buts de Kalikiriadis. Action grecque encore, elle part de loin pour un retourné fantastique d'Anastopoulos. Pour finir, Guerrero crochette un peu tard. Dommage pour Auxerre sur cette action, mais ce match nul est tout de même une bonne affaire avant le match retour le 6 décembre à Auxerre. Après les années-lumière, les années terribles, la deuxième partie de la grande fresque cinématographique sur la Révolution française est sortie en salle aujourd'hui. Elle est signée par un Américain, Richard Efron. L'un des personnages clés, Robespierre, est interprété par Andrzej Swerin, cet acteur polonais qui vit à Paris depuis 1981. Nicole Cornu-Langlois et Michel Levasseur l'ont rencontré au musée de la Révolution à la Conciergerie. Je meurs innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France.
Impossible d'éviter la guillotine, ou plutôt la louison, lorsque l'on évoque la terreur, la mort de Louis XVI, celle de Marie-Antoinette, de Desmoulins et Danton, et puis aussi celle de Robespierre. Personnage interprété par Andrzej Seweryn, acteur polonais qui découvre la vraie guillotine à la conciergerie. Je suis fasciné par lui, et non, je ne l'aime pas. Et je n'aurais jamais eu courage d'être comme lui, de décider la mort des êtres humains. Personne n'a été condamné sans motif. Maxime, les gens sont en prison parce qu'ils ont dit bonjour une fois à un prêtre réfractaire. Ou parce qu'ils disent du bien de Mirabeau, ou parce qu'ils ont de la famille à l'étranger. Parfois tu es naïf comme un enfant, Camille. Dois-je te rappeler que nous sommes toujours en guerre? Un film épique et rigoureux qui respecte les faits et les êtres et réveille en nous des réflexions et des émotions très fortes. La Révolution française, donc deuxième épisode, c'est aussi un très beau livre qui illustre, qui fait vivre véritablement les grandes phases de la Révolution avec les photos de ce film en 2 épisodes. Donc voilà, je dois vous donner encore les pronostics de Pierrette Bresse pour le pour le quartet à Vincennes. 20 partants, donc ses favoris, le 17, le 20, le 2, le 12, le 15, le 5, le 4 et le 13. Dans un instant, c'est Sophie Davant qui va vous parler du temps de demain. Henri Sagnier, à minuit 5, vous donnera les dernières informations de la journée. Je vous rappelle la principale information aujourd'hui, l'assassinat à Beyrouth Ouest du président élu du Liban, René Moawad. Voilà, très bonne soirée sur Antenne 2 avec la suite de Nuremberg. À demain, 20h.